Alors, nous allons commencer par Valentine Sama, qui est une de nos panélistes du jour. Et Valentine Sama est l'actuelle présidente du réseau togolais de l'évaluation, le RETEVA. Elle est spécialisée en économie et de développement et évaluation de projets. Elle dirige le cabinet Walkens Consulting qu'elle a fondé en 2012. En tant que consultante internationale en économie de développement, elle intervient notamment avec la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et encore le CESAC. Elle est entrepreneure chevronnée et elle intervient sur des questions de stratégie, de leadership, de gouvernance, de RH, c'est-à-dire ressources humaines, de gestion d'entreprise, de financement, marché, innovation. Et elle arbore en tout cas multiples casquettes dans le secteur privé et ne fait pas d'économie d'énergie pour sa pierre au développement socio-économique du Togo. Donc, une personne de ressources que nous allons avoir ce jour. Elle siège notamment au conseil d'administration du Conseil national du patronat au niveau du Togo sur le mandat 2022-2027. Donc, elle a encore 5 années devant elle pour ce poste où elle préside la commission formation emploi social et préside l'association des femmes chefs d'entreprise du Togo. On ne pouvait pas mieux avoir sur ce panel que Madame Valentine Sama, que voilà, je présente à tout le monde. Le deuxième panéliste du jour, nous allons avoir une personnalité également très bien connue de notre métier. Il est Marc Tevini, il est cadran conseil en France. Marc Tevini est consultant en évaluation de politique publique au sein de la SCOP Quadrant Conseil. Il participe à des missions d'évaluation de politique publique auprès des administrations françaises et européennes. Il s'intéresse notamment à l'évaluation des politiques de transition, c'est-à-dire en matière d'énergie, de transport, d'agriculture et la coopération internationale. Il a fondé et anime depuis 2018 le groupe thématique de jeunes évaluateurs et évaluatrices émergents et émergentes au sein de la Société de l'évaluation qui rassemble en fait plus de 100 membres à ce jour. Donc, une personne ressource très bien indiquée pour ce panel. Marc également développe un intérêt de recherche autour des processus d'évaluation réalisés par des non-praticiens de l'évaluation et plus particulièrement au processus d'évaluation mené par des organisations militantes. Et donc, voici vraiment bien présenté nos deux panélistes. Et nous allons, sans plus tarder, passer, je vais dire, à ce que tout le monde attend ici, c'est-à-dire notre panel du jour, qui est sur le thème ma première évaluation, quelle aptitude et attitude pour paraphraser, en fait, pour avoir en tout cas les outils nécessaires pour la réussir, en fait. Alors, si Marc est là, et si Valentine est là, je vous dis bonsoir. Bonsoir Yakima, merci pour votre présentation. Merci à vous. Est-ce que Valentine est là? Alors, bonsoir, Madame Sama vient de nous indiquer qu'elle a, enfin, via Martin, qui est du comité de coordination du RFE, vient de nous indiquer qu'elle aura quelques minutes de retard. Donc, je vous propose d'aller de l'avant avec Marc pour aborder le thème et les questions qui sont à l'ordre du jour de votre webinaire. D'accord. Alors, merci. Et merci à Marc. Nous allons commencer avec le webinaire. Et dans le conducteur que nous avons, il est prévu que vous ayez 10 minutes de prise de parole par rapport au thème. Ça peut être une présentation PowerPoint, ça peut être également une présentation verbale, mais pourvu que nos participants et participantes puissent avoir exactement la première évaluation. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Marc, s'il vous plaît, à vous. Merci beaucoup Yakima, bonjour à toutes et tous.
Je suis ravi de participer à ce panel. Je remercie grandement les organisateurs et les organisatrices. J'ai été sollicité pour donner mon témoignage en tant que jeune évaluateur. Donc, j'ai commencé en 2017-2018. Donc, je commence à sortir un petit peu de la posture jeune évaluateur, mais c'est quand même très frais dans ma tête, ma première évaluation. Et donc, c'est avec grand plaisir que je vous partage ce témoignage aujourd'hui. Je vous indique que dans le chat, à l'instant, je publie deux choses. Le lien vers ma présentation, qui a une vingtaine de diapositives et quelques liens vers des ressources qui peuvent vous intéresser, ainsi que le lien vers un référentiel de compétences en évaluation que je vais vous présenter dans un instant. Donc, je suis Marc Tevini, je travaille en tant que consultant dans un bureau d'études qui est une SCOP, une société coopérative et participative qui s'appelle Quadrant Conseil et qui est basée à Paris et spécialisée en évaluation. J'ai également cofondé le groupe des jeunes évaluateurs et évaluatrices de la Société française de l'évaluation. Donc très brièvement, Quadrant Conseil a comme cœur de métier l'évaluation des politiques publiques sur toute thématique. Et nous travaillons principalement avec des acteurs publics, des collectivités locales jusqu'au ministère, ainsi que certains acteurs privés. Ma présentation d'aujourd'hui va se concentrer sur un outil que l'on a élaboré pour des jeunes évaluateurs et évaluatrices, qui est un référentiel de compétences. Ce référentiel de compétences, on a décidé de lui donner une forme de questionnaire qui est très court, qui a une dizaine, voire une quinzaine de questions. Donc, vous avez le lien vers ce questionnaire dans le chat Zoom que je viens de publier à l'instant, mais vous pouvez également utiliser le flashcode à l'écran pour vous connecter dessus. Et ce référentiel de compétences, en fait, vous invite à vous positionner sur les 10 à 15 principales compétences et parfois postures qui sont demandées lorsqu'on débute en évaluation. Il a comme objectif de vous donner la carte mentale des différentes compétences attendues pour que vous sachiez, que ce soit au stade de vos études ou au stade d'un premier entretien pour un stage ou un poste ou dans le cadre d'une première mission, de ce qui va être attendu pour mener une évaluation. Il se décompose en 4 grandes parties, qui sont premièrement les fondamentaux de l'évaluation, avec 3-4 questions pour vous aider à comprendre ce que vous pensez déjà savoir maîtriser en tant que fondamentaux de l'évaluation. Puis, une partie importante sur les outils de collecte en évaluation, puisque c'est généralement sur ces premiers outils que vous serez mobilisé en tant que jeune évaluateur ou évaluatrice. Et ensuite, il y a enfin quelques compétences qui sont relatives à la posture qu'il est nécessaire d'avoir pour la gestion d'une mission d'évaluation. Et enfin, 2 petites questions sur votre capacité à répondre à une offre et préparer une demande d'évaluation. À la fin de ce questionnaire, vous pouvez imprimer vos réponses en PDF si vous le souhaitez. Et c'est un questionnaire qu'on peut réutiliser au moins pendant les 5 premières années de son expérience professionnelle en évaluation pour voir à quel moment est-ce qu'on a fait des progrès sur certaines tâches, sur certains outils en particulier. Donc, je vais vous montrer des extraits de ce référentiel d'évaluation avec par exemple une des premières questions sur laquelle on se positionne qui est savez-vous ce qui relève précisément de l'évaluation ou d'autres disciplines comme l'audit, le contrôle, ou bien le suivi, ou bien les études en général. Et donc là, les réponses qui s'affichent sont des réponses de jeunes professionnels à qui j'ai soumis ce questionnaire récemment. Donc on voit qu'il y a déjà un tiers des personnes qui ne savent pas encore vraiment ce qui relève de l'évaluation d'autres disciplines. C'est un point très important puisque en tant que jeune évaluateur, lorsque vous rencontrerez des partenaires sur le terrain dans le cadre de votre première évaluation, vous allez être perçu, vous avez une chance sur 2 d'être perçu comme des auditeurs, par exemple, ou des gens qui vont venir contrôler, par exemple, la bonne gestion des fonds publics, ou alors le travail des personnes, etc. Or, en tant qu'évaluateur, vous avez le devoir de rappeler votre posture, qui est bien celle d'un travail de jugement des effets d'une politique publique et pas forcément du travail des personnes ou bien de la façon dont sont gérés les fonds publics. Ça, c'est d'autres pratiques comme l'audit ou le contrôle. Donc, première compétence attendue, bien maîtriser les fondamentaux de l'évaluation en la distinguant d'autres pratiques. Pour ce faire,
Je vous indique dans la présentation une fiche outil que l'on a élaborée qui fait 2 pages. Vous avez le lien qui s'affiche et qui sert à bien distinguer ce qui relève du contrôle, ce qui relève de l'audit financier, ce qui relève des démarches de qualité et enfin ce qui relève bien de l'évaluation. Donc, je vous invite volontiers à parcourir cette fiche qui est très courte et qui permet d'avoir une bonne maîtrise de ces bases-là. Une deuxième compétence, je vous donne un exemple, une deuxième compétence de ce référentiel concerne une stratégie d'évaluation. Dans votre première évaluation, vous allez être amené, si vous devez la développer ou bien si vous intégrez une équipe qui l'a déjà développée, à comprendre la stratégie globale de l'évaluation. Quelles sont les finalités de l'évaluation? Pour qui la fait-on? À quoi va-t-elle servir? Comment est-ce que les différents outils de collecte sont agencés entre eux? Comment est-ce que l'on adapte son budget avec le calendrier imparti? Etc. Donc là, vous voyez aussi avec les réponses de précédentes personnes qui ont répondu à ce référentiel que c'est une compétence qui n'est pas forcément évidente, notamment au début et pour sa première évaluation, de comprendre comment est-ce que la stratégie d'évaluation globale est réalisée. Pour cela, pour vous aider à votre stratégie d'évaluation pour votre première expérience, je vous invite à parcourir, si vous le souhaitez, un jeu de cartes que des collègues ont élaboré à Quadrant Conseil qui s'appelle Stratéval, stratégie d'évaluation. Et vous trouverez ce jeu en libre accès, il est gratuit, vous pouvez l'imprimer ou bien l'utiliser en ligne. En quoi consiste-t-il? Il consiste en 3 grandes sections. La première concerne les registres, et là vous avez l'ensemble des cartes des registres de l'évaluation que l'on utilise généralement, comme la pertinence, l'efficacité, l'efficience. Et au dos de chaque carte, vous avez l'explication de cette carte-là. Et vous pouvez donc jouer avec l'ensemble des cartes en ayant l'explication à chaque fois. Donc la première grande section concerne les registres. La deuxième grande section concerne toute la stratégie évaluative. Est-ce que vous souhaitez faire une évaluation dans une logique de redevabilité pour rendre des comptes? Est-ce que vous souhaitez faire une évaluation dans une logique d'amélioration en continu des pratiques? Ou bien encore, est-ce que l'on veut faire une évaluation dans une logique transformationnelle? Donc ça, c'est un ensemble de cartes que vous avez à votre disposition pour construire votre stratégie d'évaluation. Et enfin, une troisième section du jeu concerne les outils. Vous avez entre 20 et 30 outils qui concernent toutes les phases d'une évaluation, du cadrage méthodologique au début, à la collecte de terrain, à l'analyse finale, et vous pouvez jongler entre les différents outils. Et de la même manière que le référentiel de compétences, ce jeu de cartes vous permet d'avoir la vision d'ensemble sur à la fois tous les registres mobilisables en évaluation, les différentes stratégies, et enfin les différents outils à mobiliser. Je vois que des premières questions dans le chat pour obtenir ces liens. Je m'assurerai avec les autres du panel que vous receviez bien le lien vers la présentation ainsi que les différents liens de cette présentation. Je continue avec une ressource complémentaire concernant la question de l'impact plus précisément et des évaluations d'impact. C'est une question qui revient assez souvent déjà d'après les plus jeunes évaluateurs et évaluatrices, qui est comment traiter cette question de l'impact lorsqu'il y a une demande pour apprécier précisément un impact. Vous avez ici un arbre des méthodes d'impact où vous avez 4 grandes questions au tout début, tout en haut, de l'impact que vous souhaitez apprécier. Est-ce que vous souhaitez comprendre pourquoi et comment votre intervention a fait la différence attendue? Dans ce cas, on est dans la 3e colonne de l'arbre, dans la 3e branche, et vous avez un ensemble de méthodes qui peut répondre à cette question. Si vous souhaitez davantage savoir si votre intervention a vraiment fait la différence et dans quelle proportion, vous avez un ensemble de méthodes d'impact qui sont dédiées à la réponse à cette question. Donc, comme toutes les autres ressources, vous avez le lien vers cette ressource qui est gratuite et qui est disponible en ligne. Donc là, c'est un approfondissement si vous souhaitez plus spécifiquement vous intéresser aux questions d'impact. Je continue sur le référentiel des compétences.
avec les outils de collecte. Donc, je ne vais pas tous vous les montrer, mais par exemple, l'entretien qui est assez central et qui est un peu l'outil par excellence que vous aborderez dans votre première évaluation. Par exemple, là, le référentiel vous demande si vous savez proposer une première version de guide d'entretien, si vous savez mener l'entretien de manière efficace avec la bonne posture, et enfin, si vous savez rendre compte d'un ou plusieurs entretiens avec les comptes rendus et les synthèses attenantes. Encore une fois, il y a une fiche outil vers l'entretien. Donc là, il se trouve que c'est l'entretien semi-directif en évaluation. Comment le mène-t-on avec des exemples qui sont également donnés. Je termine ce référentiel de compétences avec 2 derniers points. L'analyse croisée, qui est un petit peu la boîte noire dans beaucoup d'évaluations, qui est le processus qui arrive souvent en fin d'évaluation, où vous avez collecté beaucoup de données à travers différents outils, et arrive le moment où vous devez réaliser une analyse croisée de ces outils de collecte pour rédiger des conclusions portant un jugement sur l'action publique et pour rédiger des recommandations stratégiques et opérationnelles. C'est peut-être le plus difficile et c'est un élément qui nous suit dans toute une carrière d'évaluation, ce processus d'analyse rigoureux qui permet d'aboutir au rapport final. Donc, typiquement, c'est une compétence qui s'apprend au fil des années avec beaucoup de pratique et de théorie. Enfin, le référentiel de compétences termine sur des enjeux de posture et d'aptitude à avoir. Donc, par exemple, interagir avec la direction de mission ou les autres membres de l'équipe, communiquer sur les problèmes rencontrés. Donc, c'est généralement quelque chose que l'on estime savoir faire a priori, mais je vous assure qu'en pratique, c'est plus compliqué que cela en a l'air, puisque les évaluations sont parfois longues, elles ont des enjeux de calendrier, des enjeux méthodologiques, et il y a vraiment un enjeu à avoir la bonne posture et aptitude à la fois en interne au sein de son équipe, mais aussi en externe vis-à-vis des partenaires ou des commanditaires. Donc j'ai pensé à 3 scénarios qui peuvent vous intéresser dans le cadre d'une première évaluation. Premier scénario, vous êtes seul pour réaliser l'évaluation. Comment est-ce que l'on fait? Mes premiers conseils pour cette situation sont au maximum de trouver des pairs ou des collègues pour échanger sur votre travail, pour les faire tester vos outils de collecte en amont, relire des documents clés, vous aider à clarifier votre propos, parce que vous réaliserez l'ensemble de l'évaluation. Donc, c'est assez rare en début de carrière, mais dans une organisation publique, vous pouvez être mené assez rapidement à ce type de travail si vous avez une évaluation interne à mener. Cas beaucoup plus courant, vous êtes en binôme ou en trinôme avec une personne expérimentée. Là, votre rôle sera plutôt d'échanger régulièrement sur votre avancement, d'alerter rapidement en cas de problème et d'être force de proposition parce que c'est vous qui mènerez les entretiens ou l'analyse de données, toujours accompagné, mais vous ferez une grande partie du travail. Donc, il y a vraiment un enjeu à discuter souvent de l'avancée parce que on a l'habitude de dire à Quadrant Conseil que l'évaluation est une activité dialogique et en fait on raisonne à la fois pour cadrer une évaluation mais aussi pour produire le jugement final. On raisonne avec des évaluateurs et évaluatrices et on échange en continu pour améliorer déjà notre compréhension de la politique mais aussi notre façon de la juger. Et enfin, dernier cas, imaginez que vous êtes membre d'une équipe nombreuse. Donc, il faut imaginer qu'il y ait 4, 5, 6, voire 8, 9 personnes sur la même évaluation. Là, l'enjeu pour une première évaluation, c'est d'échanger régulièrement, mais pas forcément avec la direction de mission, puisque la direction de mission a 8 personnes en dessous d'elle avec qui travailler, mais plutôt avec les personnes qui ont le même rôle que vous. Par exemple, vous êtes 5 jeunes évaluateurs à mener une campagne d'entretien dans différents secteurs. Échangez régulièrement avec eux. Relisez-vous entre jeunes évaluateurs sur une même évaluation pour uniformiser votre propos. Et votre travail va généralement être lié à un outil de collecte spécifique. Ça peut être le déploiement d'une enquête, une analyse documentaire, une campagne d'entretien. Vous travaillerez généralement sur un outil conséquent. Et donc, dans ce cas-là, vous suivrez davantage une petite partie de l'évaluation, parce qu'il est compliqué, quand on est 8 avec 5 ou 6 jeunes évaluateurs dans une mission, de suivre l'ensemble du processus. On est plutôt fortement mobilisé à un moment donné. Un exemple d'évaluation pour rendre un petit peu concret tout mon propos est une évaluation que l'on mène en ce moment pour Canal France International. Plus précisément, on accompagne
Canal France International, au suivi évaluation de leur projet Desinfox, qui est un programme global d'accompagnement de journalistes dans 6 pays d'Afrique francophone, au Bénin, au Burkina, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine et au Sénégal, pour consolider les connaissances des journalistes en fact-checking, en vérification de l'information pour lutter notamment contre les fake news. Et dans le cadre de cette mission, qui est une de mes premières évaluations, j'ai été conduit à réaliser les premières compétences attendues que vous avez dans le référentiel, donc mener un entretien avec la bonne posture, comprendre la stratégie globale d'évaluation et enfin, je reviens sur le tout début de mon propos, bien savoir la distinction entre évaluation et audit contrôle, puisque en rencontrant notamment les formateurs des journalistes dans le cadre de ce projet, il y avait bien un enjeu à clarifier notre posture, où on venait aider à comprendre les effets de ce programme en matière de lutte contre la désinformation et pas du tout à juger de la qualité intrinsèque de leur formation et du nombre d'heures qu'ils avaient réalisées, par exemple. Ce n'était pas du tout l'objectif. Une dernière ressource avant de clore mon propos, je vous invite à consulter le baromètre 2018 de l'évaluation des politiques publiques. Alors c'est un baromètre qui se concentre sur des évaluations en France. Vous avez le lien sur cette slide également, qui en fait est un document de 10-15 pages qui vous montre sur l'ensemble des dernières évaluations menées en France, quelles ont été les thématiques les plus évaluées, quels ont été les registres d'évaluation les plus mobilisés, quels ont été les outils davantage mobilisés, est-ce que c'était davantage des outils quantitatifs ou qualitatifs, et en fait ça vous permet, comme avec le référentiel de compétences, d'avoir un peu un panorama de l'activité d'évaluation en France. Alors ça peut s'appliquer dans une certaine mesure à l'activité d'évaluation dans d'autres pays, donc les chiffres ne seront pas les bons, mais les thématiques abordées, les différentes sections du baromètre pourront vous aider à comprendre le paysage de l'évaluation de politique publique dans un pays donné. Et je conclus en vous donnant quelques informations sur le réseau des jeunes de la Société française de l'évaluation, avec quelques liens vers un site internet. Donc, c'est très franco-français, mais ça peut donner des idées avec où se former en évaluation, donc notamment la liste des masters en France qui forment à l'évaluation, ou travailler en évaluation, et comment s'entraider en évaluation. Donc, pour cela, on a une page LinkedIn dont le lien s'affiche, que vous pouvez rejoindre, où l'on partage assez régulièrement des offres de stage, d'emploi et des partages de ressources diverses et variées. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je reste à la disposition des organisateurs ainsi que de l'ensemble des participants à ce panel pour échanger sur ce sujet. Un grand merci. Merci infiniment, Marc, pour cette belle présentation et cette présentation très riche. Alors, je pense que nous sommes vraiment servis ce jour. Et si Valentine n'est pas encore là, je pense qu'il y a des questions. Si Valentine est là, on va lui passer la parole pour qu'elle puisse exposer également. Mais si ce n'est pas le cas, je pense qu'on va aller sur les différentes questions. Alors, moi, tout de suite, qu'est-ce qui me vient en tête? En termes d'outils, nous avons reçu vraiment de façon ramassée, essentiellement des outils très importants et des dispositions très importantes. Mais quand on est à sa première évaluation, on peut être entre la peur, entre le stress, de pouvoir réussir cette évaluation. Et quelle est l'étape psychologique que nous devons avoir? Et par expérience, Marc, pour votre première évaluation que vous avez eue, et quel état devons-nous être? Surtout quand l'évaluation est, on vous donne, je veux dire, vous avez à évaluer et que je veux dire le temps. Merci, Yakema. L'état d'esprit global dans une première évaluation, je pense, le plus important doit être la curiosité intellectuelle de comprendre à la fois la politique donnée, ses enjeux en termes d'acteurs qui mettent en œuvre cette politique, de compréhension de pourquoi une évaluation est lancée,
Et ensuite, une curiosité vis-à-vis de l'ensemble des outils que l'on va mettre en œuvre et des compétences méthodologiques, mais aussi des compétences en termes de posture qu'il est nécessaire d'avoir pour mettre en place l'évaluation. Et moi qui commence de plus en plus à travailler avec d'autres jeunes évaluateurs qui m'aident sur certaines tâches, c'est toujours très apprécié de voir que la personne cherche à avoir un peu une réflexion d'avance sur le sujet et en fait n'est pas seulement dans une posture, on en a beaucoup parlé avec des collègues en interne, de chargé d'études qui réalise ses entretiens et donne son compte-rendu d'entretien et arrête sa tâche. Non, on est davantage dans une logique de dialogue, de curiosité intellectuelle, où une fois qu'on a mené une campagne de 10 entretiens, ce qui est important, c'est d'échanger avec ses collègues, sa direction de mission, sur ce qui nous a étonné dans ces entretiens, ce qui nous a pas étonné, ce qui est plutôt confirmé, ce qui est encore de l'ordre de l'inconnu, de l'incertain, où on comprend encore pas bien cet effet de cette politique, ce qui est de l'ordre aussi des limites méthodologiques de cet outil que l'on a pu rencontrer. On s'est rendu compte que notre échantillon d'entretien était un petit peu biaisé puisqu'on avait uniquement ce type de bénéficiaire, par exemple. Voilà, je dirais que l'état d'esprit principal à avoir, c'est la curiosité et la volonté de dialogue avec ses collègues. Parfait. Alors, et également, dans la série des questions, c'est vrai, il faut avoir également des échanges avec ses collaborateurs, ses collègues et avoir à partager, en fait, à essayer de coordonner en tant qu'évaluateur ou évaluatrice principale. Mais là, on remarque souvent dans la première évaluation qu'on peut se faire aider on peut se parer une équipe, mais on donne à chacun ou à chacune une tâche bien déterminée. Mais après cela, en tant que en tant que personne ressource qui doit coordonner, comment peut se passer exactement la coordination? Parce qu'en fait, ça, c'est un gros problème qu'on a quand on est à sa première évaluation. Souvent, on peut avoir des personnes mieux outillées dans son équipe que soi-même. Mais comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir le lead en fait sur l'évaluation en question et être à même de pouvoir coordonner tous les apports en fait de son équipe en fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller sur ce point? Sur l'enjeu de coordination globale, donc là, je pense que la question se réfère davantage à des équipes plutôt nombreuses. Donc, il faut penser à une évaluation où on est 5 personnes. C'est déjà très nombreux, 5 personnes sur une évaluation. Le conseil que je pourrais donner du point de vue d'un jeune ou d'une jeune évaluatrice, donc c'est potentiellement sa première évaluation, c'est au maximum d'échanger avec ce qu'on appelle ses pairs, donc les personnes qui ont plus ou moins le même niveau ou qui sont proches de notre niveau. Parce que vous le verrez, pour comprendre comment réaliser un entretien ou comment réaliser une analyse de données, parfois, on en apprend beaucoup plus avec une personne jeune qui vient de le faire une première fois parce qu'elle a bien en tête toutes les difficultés pratiques, techniques de certains outils comme une analyse statistique par exemple. Et c'est beaucoup plus facile aussi d'échanger avec une personne jeune puisqu'elle rencontre généralement les mêmes difficultés. Et du point de vue de la direction de mission, c'est important que les jeunes évaluateurs et évaluatrices échangent au maximum entre eux parce que cela participe à uniformiser les analyses et à réduire le nombre d'interactions entre une direction de mission expérimentée et chacun ou chacune des jeunes évaluateurs et évaluatrices. Donc, il est important que les jeunes évaluateurs et évaluatrices considèrent que le dialogue entre eux, la relecture entre eux est essentiel à la réalisation d'une bonne évaluation pour parler un petit peu d'une même voix lors des points d'équipe où les jeunes évaluateurs détaillent l'avancée de leurs travaux vis-à-vis de direction de mission et des personnes qui coordinent. Voilà un petit peu mon avis sur la question. Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend.
Désolé, j'ai vraiment des problèmes de connexion. Bonjour à tout le monde. Il y a une question qui revient très souvent au niveau des... souvent cette question, à quel moment évaluateur émergent se considérer évaluateur? Alors, bonjour Roger, merci de nous rejoindre. Je signale que Roger est la deuxième personne avec moi qui animons ce panel, mais comprenez un peu les aléas du direct et tout ce qui peut se passer en termes de connexion et autres. Voilà, donc Roger vient de faire son entrée. Roger, on a justement eu à entendre Marc sur vraiment des points très intéressants et très riches. Et voilà, et je pense que tu es en train de poser une question. Quelle est la question, s'il te plaît? Il me semble l'avoir entendu, corrigez-moi si je me trompe, Roger, à partir de quand n'est-on plus évaluateur, évaluatrice émergente? Où se situe la frontière entre un jeune évaluateur et le moment où l'on se professionnalise complètement et on ne doit plus être catégorisé comme tel? Euh, on peut reprendre les critères un peu internationaux utilisés pour définir ce qu'est un jeune ou une jeune évaluatrice. Donc, le réseau Evaluth, donc des jeunes évaluateurs et évaluatrices au niveau mondial, définit un jeune évaluateur ou une évaluatrice comme quelqu'un qui a soit moins de 35 ans, soit moins de 5 ans en expérience en évaluation, soit quelqu'un qui est étudiant ou étudiante en évaluation de politique publique. Donc on peut se dire éventuellement collectivement qu'à partir de 5 années d'expérience en évaluation, on a passé un peu le cap des premières fois et on peut avoir une certaine compétence, une certaine sagesse pratique dans le métier d'évaluateur et d'évaluatrice qui nous permet de plus nous appeler complètement jeune évaluateur ou évaluatrice. Je pense aussi que une étape assez cruciale est le moment où vous avez suffisamment mis en œuvre tel outil de collecte, vous avez suffisamment rédigé de notes de cadrage d'évaluation ou de réponses à appel d'offres ou de cahier des charges en évaluation, que vous pouvez déléguer ce travail, vous pouvez accompagner une personne moins expérimentée à le réaliser. On peut se dire peut-être collectivement qu'à partir du moment où on commence à être en capacité de piloter ce travail pour quelqu'un d'autre et guider méthodologiquement une personne qui en l'occurrence se trouve être le ou la nouvelle jeune évaluatrice, à partir du moment où on accompagne un ou une collègue dans la réalisation de cette tâche, c'est éventuellement un indice assez fort où on peut se dire qu'on est en train de passer un cap et que ce n'est plus une tâche pour laquelle on a besoin d'aide pour la faire, mais on est là déjà en capacité de enseigner cette tâche à quelqu'un et de suivre sa progression et d'en fait de tout simplement déléguer et donc faire un premier pas vers la direction d'une mission d'évaluation ou au moins être davantage expérimenté sur une tâche. Je me permets de... Je vois des questions dans le chat, alors je vous laisse me dire, Yak et Emma, si on y répond tout de suite ou si j'attends que vous les sélectionnez, vous me dites. Ok. Je vous propose de répondre aux quelques questions que je vois apparaître dans le chat. Alors, j'ai vu une question de Gracias Kisoki qui a une question. Que doit faire un jeune évaluateur émergent lorsqu'il se trouve en présence d'offres qui nécessitent 3, 5, voire 7 années d'expérience professionnelle? Alors, si vous n'avez pas 3 années d'expérience, mais que vous êtes en sortie d'études, que vous avez que 6 mois d'expérience et que vous voyez des offres qui nécessitent 3, voire 5 ou 7 années d'expérience, c'est vrai que ce n'est pas forcément une offre qui est destinée pour vous. Parce qu'en évaluation de politique publique, étant donné que c'est un métier qui généralement
est très formateur puisqu'il existe assez peu de formations en comparaison à d'autres métiers en évaluation. Énormément de choses s'apprennent durant les premières semaines et les premiers mois. Donc, si vous voyez une offre qui demande minimum 3 ans d'expérience, généralement, c'est vraiment 3 ans d'expérience qui sont demandés, c'est-à-dire que vous avez déjà participé à environ 5-6 évaluations minimum, vous avez déjà réalisé plus d'une 50aine d'entretiens, vous avez déjà diffusé des enquêtes en ligne et participé à toutes les phases d'une évaluation. Vous avez déjà quasiment tout vu. On ne peut jamais vraiment avoir tout vu, mais vous avez déjà vu beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas forcément une offre pour laquelle vous êtes le candidat idéal. Cependant, et j'insiste sur ce point, il est possible qu'une offre qui demande un évaluateur ou une évaluatrice à 3, 5, 7 années d'expérience, il est possible que cette structure ait également besoin au même moment ou se rende compte qu'elle ait aussi besoin de quelqu'un de vraiment jeune et émergent que l'on va pouvoir mobiliser sur une première évaluation. Donc, vous pouvez toujours candidater, mais vous ne candidaterez pas à cette offre en particulier, puisqu'elle n'est pas adaptée à votre profil, mais vous pourrez éventuellement adresser une candidature spontanée. Voilà, j'insiste sur le fait que lorsqu'on demande 3 à 5 années, si on ne les a pas en évaluation, c'est difficile de pouvoir prétendre à ce poste-là, si les personnes en face cherchent vraiment quelqu'un avec ce nombre d'années d'expérience. Et si vous les avez, tant mieux, et je vous encourage vivement à candidater. Je vois une question de Louis Unsa. Est-ce qu'il n'est pas préférable de véritablement débuter en équipe pour la première expérience d'évaluation? En effet, on apprend énormément lorsqu'on est en équipe que si l'on est tout seul, mais vous apprendrez des choses différentes. Si vous êtes en équipe, vous serez dans l'interaction continue, donc dans l'accompagnement, le mentorat, le suivi de vos tâches. Vous aurez éventuellement un retour régulier sur vos tâches, mais ça peut être aussi assez coûteux en énergie de toujours retravailler ce que l'on produit vis-à-vis de ses collègues pour que ça satisfasse les exigences attendues. Donc c'est très formateur, mais vous aurez moins l'occasion de vous tromper, alors que lorsqu'on est seul dans une évaluation, vous allez franchement pouvoir vous tromper, faire quelque chose, et on dit souvent qu'on apprend de ses erreurs, mais en évaluation c'est très vrai. Une fois qu'on s'est trompé et qu'on a lancé une campagne d'entretien, mais de la mauvaise manière, où ça nous a pris beaucoup plus de temps et on n'arrivait pas à recueillir l'information nécessaire pour l'évaluation, bah, c'est un enseignement que vous aurez pour toute la suite de votre carrière. Et donc, les bons évaluateurs et les bonnes évaluatrices sont souvent des gens qui ont appris de leurs erreurs. Donc, plus vous êtes seul, plus vous êtes susceptible de vous tromper ou de ne pas faire les choses parfaitement et vous apprendrez beaucoup. Plus vous êtes en équipe, plus vous êtes susceptible d'être accompagné, mais parfois au risque de ne pas vous laisser vous tromper pour comprendre ce qui est réellement attendu en évaluation. Et une troisième et dernière question de Ibrahima Diouf. Dans quelles circonstances est-ce que j'ai décroché ma première expérience? Quels conseils pour une première expérience? Donc moi, très personnellement, c'était des circonstances assez particulières puisque j'ai découvert l'évaluation au niveau master à l'université grâce à un intervenant professionnel qui intervenait dans mon master, et donc je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Et en faisant plusieurs entretiens vis-à-vis, avec des cabinets spécialistes en évaluation, bah, j'ai compris que c'était réellement ça que je voulais faire. Et finalement, j'ai pu être recruté assez rapidement pour un stage au niveau master. Et suite à ce stage-là, j'ai pu poursuivre avec un contrat de travail à durée déterminée, puis à durée indéterminée, pour être très précis. Et les conseils que j'ai à donner pour une première expérience sont éventuellement de bien cibler votre stage ou votre première expérience, qu'elle soit bien dans une structure qui fait bien de l'évaluation et pas autre chose si c'est ça qui vous intéresse. Et ensuite, les conseils sont peut-être vont être redondants avec ce que je disais précédemment dans l'état d'esprit général qu'il faut avoir dans une première évaluation, de la curiosité intellectuelle, de la volonté de dialoguer avec ses collègues et un impératif à se dire que l'on ne maîtrise jamais vraiment complètement une compétence, ou en tout cas pas dans les premiers mois, et donc il ne faut pas hésiter à lire des ressources,
par exemple celle que j'ai commencé à partager aujourd'hui. Donc là déjà, votre présence à ce webinaire témoigne de votre état d'esprit, de curiosité, de volonté de connaître davantage de ressources, connaître davantage l'expérience d'autres personnes, pour avoir une idée voilà, du panorama de l'activité d'évaluation dans le pays dans lequel vous êtes. Merci Marc. Je crois qu'il y a une 4e question qui s'est annoncée tout à l'heure là. On demandait si il y a une formation qu'on peut suivre normalement, je veux dire, en termes d'évaluation. Je crois bien. Oui. J'ai paraphrasé. En effet, existe-t-il d'autres cursus de formation pour se convertir évaluateur avant de changer de poste ou d'employeur? Donc de la formation continue lorsque l'on est en poste. Complètement. Vous avez parfois des universités en France, il y a certains Master 2 qui acceptent que vous suiviez, mais là, il s'agit de 6 mois de cours, voire 1 an en formation continue. Donc, vous pouvez le tenter, mais c'est généralement assez prenant. Et vous avez également des formations proposées par des associations, donc la Société française de l'évaluation par exemple, et je ne sais pas si le RFE le propose également, vous nous direz Jean-Marie, des formations généralement de 1 jour ou de 2 jours ou de 3 jours. Donc si vous faites une formation d'1 jour, c'est plutôt une introduction, c'est plutôt une sensibilisation. Si vous êtes sur 3 jours ou plus, on commence effectivement à vraiment parler de formation, qui sont peut-être plus faciles en termes pratiques et d'agenda à suivre que un semestre complet au niveau master, surtout lorsqu'on a déjà un emploi. Et c'est généralement une très bonne porte d'entrée pour le milieu de l'évaluation de suivre une formation de 3 jours, donc qui peut être proposée par des sociétés d'évaluation nationales, parfois internationales. Vous avez également les conférences comme le Forum international francophone de l'évaluation, qui ont parfois des sections de formation pure, où c'est des workshops, ou voilà, c'est des séquences de formation. Il y a également la Société française de l'évaluation qui fait les journées françaises de l'évaluation à Lille la semaine prochaine, jeudi et vendredi. La Société européenne d'évaluation propose également ces workshops. Et enfin, vous avez des structures privées, donc des bureaux d'études, qui parfois ont une offre de formation qui peut être sur 2 jours, sur 3 jours. C'est généralement sur place où vous pouvez consolider vos premières compétences en évaluation. Merci pour Marc. Compléter, je me permets, Yakema, pour compléter, parce qu'effectivement, au niveau du RFE, le RFE ne propose pas de formation à proprement parler, parce que dans l'immédiat, ça ne fait pas partie de son champ d'intervention, mais il est vrai que les associations nationales d'évaluation, pour certaines d'entre elles, développent effectivement des sessions de formation qui peuvent être effectivement des sessions d'1 journée ou de 2 jours, par exemple, si je prends le cas de la SFE, comme ça a été indiqué par Marc. Après, vous avez d'autres associations telles que la Société canadienne d'évaluation qui, elle, a développé une plateforme de formation en ligne. Donc, c'est aussi pour le coup, ça peut être pratique parce que c'est sur un temps beaucoup plus long, avec un suivi aussi assez conséquent. En tout cas, c'est une offre également qui peut faciliter en tout cas la formation des uns et des autres si vous n'avez pas le temps de vous lancer dans un master qui va durer sur 6 mois. Mais je rejoins également Marc, les différents événements organisés par les différentes associations nationales, les associations, les têtes des réseaux telles que la Société européenne d'évaluation, la FREA, le RFE également avec le FIF sont des temps d'auto-formation aussi intéressants. Là, on voit que, par exemple, c'est la semaine dernière, si je ne me trompe pas, où il y a déjà 10 jours, il y avait toute la conférence NEC, donc la conférence organisée par le programme des Nations Unies pour le développement, qui était en ligne avec des sessions assez intéressantes et très, très importantes, accessibles aux tout venants. Donc, c'est aussi une manière de se former sans obtenir de certification, par contre, mais en tout cas, ça permet de se former directement en ligne. Voilà. Et je suis ravi de pouvoir indiquer à tout le monde que Valentine a résolu ses soucis de connexion et je l'en remercie parce que ça fait plus de 40 minutes qu'elle est en train de se battre avec son système. Donc, merci à elle et bienvenue, Valentine.
Alors, merci à Valentine d'être là et ça nous donne l'occasion de pouvoir continuer et d'avoir encore d'autres expériences. Et je crois que Valentine, bonsoir. Bonsoir Valentine, si elle m'entend. Alors, on va laisser le temps à Valentine de se connecter. Et donc, pendant ce temps, il y a... Valentine est connectée. C'est bon. Bonsoir Valentine. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va très bien. Alors, chers participants, hein, on l'a présenté tout à l'heure avec toutes ces casquettes-là qu'elle a. Valentine Sama est avec nous, c'est la deuxième panéliste du jour. Et voilà, nous comprenons le souci de connexion un peu partout. Et donc, c'est bienvenu que vous soyez là actuellement. Et Marc a fait une très belle présentation. Et donc, on va vous laisser, Valentine, 5 minutes de présentation. Et je crois qu'il y a des séries de questions sur lesquelles vous allez relayer Marc. Voilà. Merci, Valentine, et à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je m'excuse pour le retard. Alors, pour avoir une meilleure connexion, est-ce que je peux désactiver la vidéo pour qu'il n'y ait pas de coupures? D'accord, on va le faire. Il n'y a pas de problème. On peut le faire. OK, très bien. Jean-Marie, je pense que Valentine a encore toujours des soucis. Je pense aussi, malheureusement. Elle fait du mieux, là, pour le coup, du mieux qu'elle peut, mais je pense que la technologie n'est pas toujours de notre côté. Oui, c'est clair. Est-ce que vous pouvez gérer un off avec elle, le temps pour nous de peut-être continuer un peu? Je vais voir ce qu'il en est, ce que je peux gérer avec elle. Effectivement, je vous laisse continuer à ce moment-là, peut-être sur les différentes questions qui se sont posées. Parce que je vois effectivement, il y a des mentions au PIFED, effectivement, au programme PIFED de l'ENAP Québec. Programme qui est très intéressant. Certains d'entre vous, je pense que Roger d'ailleurs et Yakima y ont participé à un moment donné de leur parcours, si je ne me trompe pas. Mais je vous laisse prendre la main. OK. Merci. Alors, Marc est là. Oui. Si Marc est là, je pense qu'il y a des questions encore en fait dans le chat. Vous pouvez répondre directement. Oui. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Voilà. Donc, on y va. Il n'y a pas de problème. Je vois une première question. Est-ce que les modules de quelques jours, donc une formation de 2 à 3 jours en évaluation proposée par une société d'évaluation ou par une structure, un cabinet spécialisé, suffisent pour exercer en cabinet? Je dirais que c'est un peu comme une recette de cuisine. Vous pouvez faire un cours de 2-3 jours de cuisine pour ensuite faire parfaitement le plat que l'on vous a enseigné. Vous allez avoir les bases. Vous allez savoir à quoi correspondent les ingrédients et dans quel ordre les utiliser, mais le résultat ne sera pas toujours aussi parfait qu'attendu. Donc, n'hésitez pas à faire ces formations si vous en avez la possibilité. Elles sont extrêmement utiles pour connaître le champ des possibles, la vision d'ensemble, comment se passe une évaluation en pratique, avoir des outils théoriques, parce que souvent ces formations se terminent par une série d'outils avec lesquels vous repartez, que ce soit des fiches méthodologiques, des cas pratiques, des présentations un petit peu à l'image de certains outils que l'on a partagés précédemment. Ensuite, ce qui va vraiment faire la différence, c'est la façon dont vous allez les mettre en application. Et là, c'est là que les choses sérieuses commencent, puisqu'en formation, on peut se tromper, on est accompagné par le formateur ou la formatrice, mais ensuite, dès qu'on doit les mettre en pratique, il y a des enjeux vis-à-vis des commanditaires, vis-à-vis des cabinets avec lesquels on travaille, vis-à-vis tout simplement des enjeux que pose une évaluation de politique publique. Donc, c'est la mise en pratique de ces modules qui fera la différence. Et peut-être dans les premiers conseils que l'on peut donner, c'est surtout si vous êtes seul, c'est d'être assez humble dans ce que l'on va proposer
comme stratégie d'évaluation, de ne pas se lancer tout de suite dans des évaluations complexes, multi-acteurs, multi-outils, et peut-être de commencer par des premiers pas, une première campagne d'entretien, une première enquête qui peut déjà faire la différence vis-à-vis de l'objet évalué. Et ensuite, à travers différents échelons que vous passez, aller vers des choses plus complexes et des évaluations complètes. Marc, merci encore à vous, en tout cas, pour tous ces enseignements très riches que nous recevons. Moi, je suis curieuse, en fait, de savoir, quand vous étiez en train de dire au début, qu'il fallait faire la différence nette entre l'évaluation et d'autres disciplines. Ça, c'est très intéressant parce que il nous arrive souvent, en tant qu'évaluatrice et évaluateurs émergents et émergentes, de pouvoir nous tromper souvent sur les différents outils et je dirais même le langage même qu'il faut le bon langage qu'il faut avoir. Alors, c'est vrai que vous nous avez montré à travers votre présentation la différence, mais il serait intéressant de revenir là-dessus et de nous dire nettement quelle serait la différence entre, par exemple, un audit généralement et, par exemple, une évaluation et qu'est-ce qu'il ne faut pas surtout faire en tant qu'évaluatrice et évaluateur émergente et émergent. Merci. Avec plaisir. Donc, je peux revenir sur ce point. Est-ce que vous voyez mon écran s'afficher avec un tableau? Oui. Sur ce tableau, vous voyez les différentes approches. Donc là, par exemple, on a mis le contrôle et l'inspection, puis l'audit, puis ce qui est relatif au conseil de gestion, au suivi, au pilotage, puis ce qui nous intéresse principalement ici, l'évaluation, et enfin une autre pratique qui est par exemple la prospective. Donc, si on s'intéresse à l'objet de chacune de ces pratiques, on voit que l'évaluation, pour commencer par celle que l'on connaît le mieux, vise à apprécier la valeur d'une action publique, généralement à l'aide de registres ou de critères comme l'efficacité, la pertinence, l'efficience, l'utilité, la cohérence, tandis que le contrôle, par exemple, ou l'inspection a une visée à un objet fortement différent, puisque lui, c'est celui de vérifier la légalité de l'action en cours. Donc, par exemple, si j'évalue une action de formation, en tant qu'évaluateur, je vais m'intéresser à la pertinence. Est-ce que les contenus proposés sont bien adaptés aux besoins des stagiaires et à son efficacité? Est-ce que 1 mois ou 6 mois après, les stagiaires de cette formation ont pu mettre en application ces compétences et ont pu réutiliser les éléments de la formation et améliorer leur pratique grâce à la formation? Donc là, on est vraiment dans de l'évaluation. À l'inverse, si on était dans du contrôle ou de l'inspection, on vérifierait que les subventions destinées à financer cette formation ont bien été utilisées, que si on était dans un audit, donc là, donc voilà, principalement le contrôle et l'inspection vise à vérifier la légalité. Donc c'est généralement assez lié aux finances, mais ça peut être aussi lié au respect de la loi. Si on veut faire la différence avec l'audit va davantage s'intéresser à la conformité des processus. Donc, je peux reprendre l'exemple de la formation qui est un très bon exemple. Vous avez des organismes qui certifient des formations et donc qui ont un processus d'audit. Et donc, en fait, vous allez vérifier que lorsque les stagiaires ont été à la formation, ils avaient bien reçu les informations nécessaires en amont, ils ont reçu des supports de formation, ils ont été bien accueillis. Le bâtiment qui les accueillait avait les règles de sécurité de base. S'ils avaient des questions, elles étaient traitées. Et à la fin de leur formation, ils recevaient une attestation de fin de formation. Donc, si vous êtes auditeur, vous allez vérifier que l'organisme de formation respecte bien ce processus-là. Alors que évaluation, je le précisais avant, vous êtes davantage sur une réflexion sur la valeur de la formation en termes de pertinence et d'efficacité. La conséquence de tout ça, c'est qu'une évaluation, au maximum, ce qu'elle pourra faire, c'est améliorer la formation en question, adapter davantage les contenus, faire en sorte qu'elle soit plus utile à ses participants. Tandis que le contrôle ou l'inspection, lui, va éventuellement sanctionner un écart. Si on voit qu'il y a eu une fraude dans la gestion des financements pour cette formation, on peut sanctionner.
Un audit, il va sanctionner, mais un petit peu différemment. Éventuellement, il va retirer sa certification. Donc, vous ne serez plus certifié de telle chose pour refaire cette formation. Mais plus globalement, avant de retirer sa certification, il va vous donner des injonctions pour rectifier votre processus et dire par exemple, à partir de maintenant, si vous voulez garder cette certification, vous devrez systématiquement informer vos stagiaires que vos locaux sont équipés d'extincteurs. Voilà, c'est des exemples un petit peu caricaturaux, mais qui permettent de bien faire la différence. Et j'insiste sur un dernier point peut-être. Donc, on a bien parlé du contrôle et de l'inspection qui relèvent de la légalité, ce que l'on respecte la loi. L'audit qui s'intéresse au processus et à la bonne qualité en termes de processus de la formation. Et on a également ce qui relève du suivi. Et le suivi, il est souvent très lié à l'évaluation. Donc là, on le distingue dans ce tableau. Ce tableau qui, par ailleurs, est dans la fiche ressources qui figure dans la présentation auquel vous avez eu accès, qui, lui, le suivi va permettre de recueillir une information très régulière. Par exemple, je veux savoir de façon hebdomadaire ou de façon mensuelle le nombre de personnes que l'on a formées. On n'est pas vraiment dans de l'évaluation, on est plutôt dans du suivi, c'est une information simple à collecter qui va avoir comme conséquence éventuelle celle de rectifier la trajectoire, de se dire on avait un programme de former 50 personnes ou 5000 personnes par mois, on est complètement en dessous de l'objectif, est-ce que l'on peut mener des actions correctives? L'évaluation, elle va fortement s'appuyer sur le suivi, puisque si vous lancez une évaluation et qu'il y a un excellent système de suivi sur la politique que vous étudiez, vous aurez déjà un ensemble d'informations que vous n'allez pas avoir à recueillir par ailleurs. Toujours avec l'exemple de la formation, si vous devez évaluer un programme de formation global et que vous disposez déjà du nombre de personnes formées, de leurs caractéristiques, de leur période de formation, si éventuellement il y avait déjà des questionnaires à chaud qui étaient passés à la fin de la formation, que vous avez le contact de l'ensemble des personnes, l'évaluation, elle va être assez aisée à faire puisque vous avez déjà un nombre d'informations importantes sur la mise en œuvre de l'action et vous allez pouvoir recontacter plus facilement les personnes grâce à un bon système de suivi. Donc la fiche se termine avec des exemples, mais donc je les ai dit là à l'oral. Le contrôle et l'audit financier cherchent à savoir si l'on fait les choses dans la légalité. Par exemple, la convention de formation a-t-elle bien été respectée? Le contrôle de gestion ou suivi cherche à savoir si l'on fait bien les choses prévues dans les temps et coûts envisagés, donc par exemple combien de stagiaires ont été formés. Les démarches qualité peuvent chercher à savoir si l'on peut améliorer le fonctionnement interne de l'organisation ou la satisfaction des bénéficiaires. Et enfin, l'évaluation vise à savoir si on a choisi les bonnes actions et si elles produisent bien les effets que l'on attend. Par exemple, les formations étaient-elles le meilleur moyen pour permettre aux salariés de monter en compétences et renforcer leur employabilité? Donc voilà un petit peu les principales différences à avoir en tête. Ce tableau me semble assez bien récapituler les différences. Et le mot évaluation est un mot valise qui est utilisé dans énormément de contextes. Et donc, vous pouvez avoir parfois des démarches qui relèvent du contrôle ou de l'inspection ou de l'audit qui s'appellent évaluation. Et donc, vous devez expliquer, si vous travaillez dans l'évaluation de politique publique, que vous ne menez pas un contrôle ou un audit. Je peux donner peut-être un exemple très simple sur cela. En France, on appelle des évaluations dans le secteur de la santé, enfin des évaluations des établissements médico-sociaux. On utilise le même mot. En réalité, l'évaluation d'un établissement médico-social, c'est un audit qui vise à s'assurer que les standards de bonne gestion d'un établissement médico-social sont respectés. Les personnes sont redirigées au bon endroit, leurs demandes sont traitées dans un temps correct, on protège leurs données personnelles, etc. On est vraiment dans des logiques d'audit. Mais on utilise le même mot, d'où la nécessité de bien distinguer ces approches. Je réagis peut-être à une question précédente qui avait été envoyée en amont du panel, qui était quelles sont les clés pour négocier un bon contrat, surtout au niveau du prix? Comment concilier besoin de travailler et offre financière faible? Donc là, on est déjà
un petit peu plus loin que sa première évaluation, parce que c'est assez rare que pour sa première évaluation, on rédige nous-mêmes l'offre technique et financière. Mais il y a un réel enjeu à adapter l'offre méthodologique au budget prévu. Et il faut savoir faire des concessions et il faut savoir montrer que à budget fixé, on ne pourra pas forcément évaluer l'ensemble du périmètre demandé, ou bien on ne pourra pas aborder l'ensemble des registres d'évaluation souhaités, ou bien on ne pourra pas déployer l'ensemble des outils qui avaient été initialement envisagés. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut, même avec des budgets réduits, si l'on adapte bien sa méthodologie, en conséquence, on peut apporter déjà de très nombreuses informations et on peut déjà mener un exercice fortement utile à l'action publique. Dans ma faible expérience, j'ai déjà pu voir que les évaluations qui étaient parfois très impressionnantes en termes de budget n'étaient pas forcément celles qui étaient le plus utilisées ou qui avaient le plus de conséquences sur l'action publique. Donc même des évaluations moyennes ou de petites enveloppes budgétaires sont très utiles et peuvent déjà apporter beaucoup à l'action publique. Je lis une question d'une situation. Je suis confronté à la confusion entre suivi et évaluation. On se limite à du suivi d'indicateurs. Je ne parviens pas à faire évoluer l'organisation dans laquelle je suis dans le sens de l'évaluation. Quel levier ou conseil à donner? Peut-être un premier levier, je botte un petit peu en touche, mais je vais ensuite répondre complètement à la question. Un premier levier, c'est un jeu de cartes qui avait été élaboré pour le ministère de la Transition écologique en France, qui s'appelle Evalophobia, et qui en fait, je vous mets le lien tout de suite dans le chat, Evalophobia, qui en fait a une série de cartes freins, donc on a environ 40 cartes freins qui ont été testées dans des collectivités en France et qui listent en fait les 40 principaux obstacles pour mener des démarches d'évaluation. Il y a une carte qui, par exemple, s'intitule « L'évaluation, c'est comme la cavalerie, ça arrive toujours trop tard ». Ou bien l'évaluation vise juste à critiquer le travail des collègues. Ou bien c'est plus facile de cocher dans un tableau les actions qui ont été faites que de mener une évaluation, etc. etc. Ou bien l'évaluation n'est jamais prévue dans le budget, c'est toujours la dernière chose à faire que l'on oublie, on n'a pas le temps. Et en fait, c'est important déjà de comprendre quels sont les principaux leviers en évaluation, éventuellement de reconnaître ceux avec lesquels vous êtes confrontés, vous, dans votre situation, de voir aussi qu'il y en a vis-à-vis desquels vous n'êtes pas confronté, donc c'est déjà aussi une bonne nouvelle, vous n'avez pas tous les obstacles dans votre organisation pour mener une démarche d'évaluation. Et la deuxième partie du jeu montre l'ensemble des leviers qu'on peut activer pour dépasser ces freins. Par exemple, réunir l'ensemble de ses collègues pour avoir une réflexion collective sur l'évaluation et ne pas proposer ou imposer des critères d'évaluation à des collègues, mais plutôt les avoir travaillés avec eux. S'appuyer sur un cabinet extérieur, ça fait partie des cartes leviers. Proposer une sensibilisation en interne à l'évaluation de quelques heures ou d'une journée, etc., qui sont autant de moyens, de mécanismes pour favoriser une démarche d'évaluation. Donc, ça, c'était pour botter en touche. Je vous invite à consulter ce jeu qui est très bien fait, qui est disponible gratuitement en ligne. Et tout de suite, dans le cas spécifique que vous évoquez, vous vous limitez à du suivi d'indicateurs et que vous n'arrivez pas à faire évoluer votre collectivité dans le sens de l'évaluation, je vous invite éventuellement à distinguer 3 types de projets dans votre collectivité. Il y a un premier, généralement dans les collectivités, mais ça marche pour toutes les organisations, vous avez une première catégorie de projets qui sont déjà très suivis parce qu'il y a des financeurs ou bien des conventions qui demandent déjà à faire remonter des indicateurs. Donc en fait, votre rôle est assez limité sur ces projets puisqu'il y a déjà de nombreux acteurs, de nombreux financeurs qui demandent leurs propres indicateurs.
Donc, il y a déjà beaucoup de choses existantes. Là, ce que vous pouvez faire avec une posture évaluative, c'est éventuellement d'améliorer l'existant et d'améliorer les pratiques de suivi ou d'évaluation en cours. Mais c'est des projets déjà complexes. Ensuite, vous avez des projets qui sont menés, mais pour lesquels on n'a pas d'indicateur. Il y a une grosse incertitude sur les effets que ces projets peuvent avoir. C'est par exemple une nouvelle expérimentation dans la collectivité ou alors une politique qui est menée depuis un certain temps, mais qui ne fait pas la une dans les médias locaux et dont peu de personnes savent quels effets elle a concrètement. Ici, votre rapport en tant qu'évaluateur ou évaluatrice peut être très important. Et en fait, un premier outil de collecte, sans se lancer dans la grande évaluation, une première enquête, une première campagne d'entretien, un premier focus group, une première analyse statistique, des entretiens clés avec les acteurs, qu'ils soient élus, qu'ils soient opérateurs de la politique ou bénéficiaires, peut déjà vous apporter énormément d'informations dans une logique évaluative. Pas simplement en termes de suivi, mais dans une logique évaluative avec déjà des réponses concernant la pertinence de cette action dont personne ne se préoccupait, concernant son utilité et voilà, pour apprécier la valeur de cette action. Donc c'est aussi une catégorie de projets importante. Et enfin, il y a une dernière catégorie de projets qui sont les projets un peu emblématiques sur lesquels il y a de très fortes attentes politiques, sur lesquels les élus accordent beaucoup d'importance et généralement, tout le monde a déjà un avis sur ce type de projet et tout le monde sait déjà dire s'il marche ou pas parce que tout le monde le suit. Là, l'évaluation va avoir un rôle un petit peu différent. Vous n'allez pas apporter de la connaissance complètement nouvelle comme sur la catégorie précédente. Vous allez davantage objectiver des intuitions qu'avaient les élus sur l'efficacité ou la pertinence de ce projet et vous allez davantage étayer par des faits ce qui relevait de la subjectivité des acteurs de terrain. Donc voilà, c'est 3 catégories de projets qu'on peut retenir. Les projets déjà très suivis, avec déjà des processus de suivi, voire d'évaluation, où là, vous pouvez les améliorer éventuellement. Les projets très incertains, qui ont potentiellement plein d'effets, mais dont personne ne se soucie. Et donc là, vous pouvez directement apporter de la posture évaluative et des outils d'évaluation. Et enfin, les troisièmes projets à fort enjeu politique, où vous venez objectiver, appuyer par des faits, des choses que l'on pressent, que les acteurs pressentent sur le terrain, et éventuellement valider les intuitions ou les invalider, ou alors apporter une autre perspective. Merci infiniment, Marc. Merci vraiment pour toutes ces informations très, très utiles pour nous. Et donc, je pense que nous tirons allègrement vers la fin de notre webinaire. Bien avant cela, si Jean-Marie est en ligne, on a quelques informations. Certainement, Jean-Marie a communiqué au niveau du RFE au public avant, pour ne pas dire aux participants, qui sont tous connectés aujourd'hui. Donc, on va saisir l'opportunité pour donner certaines informations. Je crois qu'il y a le FIF qui avance à grands pas. Et voilà, donc je donne la parole à Jean-Marie de nous donner quelques informations. Merci, Yakima. Oui, alors l'agenda du RFE effectivement est assez intense ces dernières semaines. Peut-être déjà, je vais continuer sur le RFE-E, puisque normalement, il y a un deuxième webinaire qui est en cours de préparation par les membres du comité de coordination du RFE. Donc, d'ores et déjà, je vous invite à rester en veille par rapport aux réseaux sociaux des émergents. Vous serez prochainement informés sur le sujet. Concernant l'agenda du RFE, effectivement, le prochain Forum international francophone de l'évaluation, donc le FIF, se tiendra les 4, 5 et 6 juillet 2023 au Luxembourg. Ce sera la première fois que l'on tiendra un FIF dans un pays du Nord, et c'était quelque chose qui était demandé aussi par les différents collègues les différents représentants de l'Association nationale d'évaluation au sein de l'Assemblée générale du RFE. Donc là, on a réussi à faire en sorte que l'événement se tienne au Nord. Donc, on va prochainement lancer davantage d'informations, notamment l'appel à soumission sur le sujet, sachant que le thème, sans en dévoiler trop, en tout cas, je n'en dévoilerai pas plus que ce qui était indiqué sur le site internet dédié à l'événement, à savoir que normalement,
le thème du FIF devrait tourner autour de la question de la digitalisation du numérique et de l'évaluation. Alors, j'ai mis les 3 mots dans une même phrase, c'est très grossier et très schématique. Ce sera beaucoup plus développé dans les semaines qui viennent. Donc, restez en veille et n'hésitez surtout pas, parce que c'est aussi ce qui est important, je pense, quand on est évaluateur et évaluatrice émergent et émergente, c'est de pouvoir à la fois participer en tant que spectateur, mais aussi participer en tant que panéliste ou pour présenter un papier. Dans ce type d'événement, c'est toujours important. Donc, moi, j'inviterai les uns et les autres à rester en veille pour répondre, en tout cas, aux appels à soumission qui seront adressés prochainement. Également, par rapport au RFE, le 22 novembre, nous allons dire qu'on va organiser un atelier participatif en ligne pour travailler sur la question du plan stratégique 2022-2025 du RFE. Donc, si vous souhaitez que la question des émergents et des émergentes soit prise en compte comme il se doit dans ce plan stratégique, n'hésitez surtout pas à venir participer à cet atelier. On a lancé la communication sur le sujet ce midi à peu près de mémoire et il y aura normalement une information sur le sujet dans le cadre de la lettre d'information du RFE qui sera diffusée mardi ou mercredi. Donc voilà pour l'agenda que je pouvais vous communiquer dans l'immédiat. Et donc, je vous remercie en tout cas. Je tiens à saluer Marc pour son intervention. Puis, on va quand même remercier aussi Valentine parce que honnêtement, je pense que là, elle a d'énormes regrets de ne pas avoir pu assurer sa présentation. Et elle s'est donné en tout cas du mal pour réussir à se connecter. Donc, merci à elle. Oui, vraiment, merci. Je pense qu'on va passer la parole à Marc pour les dernières consignes, en fait. Et à partir de là, je pense qu'on sera de véritables évaluatrices et évaluateurs. Voilà, donc, Marc, merci. Merci Yakima et Jean-Marie. Écoutez, c'était un grand plaisir de témoigner sur ce que je pouvais apporter. Déjà, je tiens à souligner que le fait de participer à ce type de webinaire marque déjà votre intérêt pour l'évaluation et c'est la première étape, c'est de suivre les actualités en évaluation, d'être dans les réseaux, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément encore évoqué aujourd'hui, mais en tout cas en France, l'évaluation des politiques publiques, c'est un petit monde dans le sens où les acteurs qui font de cette activité leur cœur de métier ne sont pas si nombreux. Et donc, en fait, participer à ce genre de conférences, à ce genre d'événements au sein du RFE et ailleurs, vous permet d'être en contact avec des pairs, des professionnels qui sont à même de faire le même métier que vous. Et donc, c'est la première étape et tout le reste vient après. Les ressources à parcourir un petit peu plus en profondeur, les échanges entre vous, les premières expériences que l'on peut faire. En tout cas, je vous encourage fortement à tester, à mettre en pratique, à découvrir, éventuellement à se former davantage avec les opportunités possibles. Et je vous souhaite à toutes et tous très bonne continuation avec les activités du RFE et avec votre activité professionnelle. Merci infiniment, Marc. Merci, on ne saurait vous remercier de ça. S'il y a un mot, merci, on allait le dire parce qu'on a eu beaucoup d'informations aujourd'hui. Et ça, merci encore une fois. Merci à Valentine qui n'a pas pu se connecter. Jean-Marie l'a dit tout à l'heure. Merci à les personnes qui ont pu participer, pour ne pas dire qui ont laissé tout ce qu'il y a comme activité de leur calendrier pour participer à ce webinaire. Je pense que c'est notre rôle en tant que, évaluateur et évaluatrice émergente. Je répète quand je peux. Voilà. Et donc, Marie l'a dit, il y a un webinaire qui arrive encore et très intéressant. Vous pouvez toujours connecter avec nous. On a notre page Facebook également qui marche avec certaines informations que nous véhiculons souvent. Il faut continuer de communiquer avec nous. Merci aux participants et aux participantes. Et voilà, nous dirons Roger, qui n'a pas pu se connecter, il est là.
il est vraiment souvent. C'est à deux que nous faisons tout. Toute l'équipe de coordination se dit merci. On va se dire au revoir. Merci encore. Et s'il y a des questions, vous pouvez les envoyer encore. Voilà, on peut répondre à ces questions. Merci encore. Merci à toutes et tous. C'est un grand plaisir. Très bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt et au revoir. À bientôt et au revoir.